Bonjour à tous citoyens du monde. Alors aujourd'hui je reviens, et notamment musulmans de Belgique. Aujourd'hui je reviens donc sur un sujet par rapport à la femme dans la communauté musulmane. Je dis bien dans la communauté musulmane et non par rapport à l'islam. On utilise souvent l'islam pour prétexter une aliénation de la femme en fait. Et donc je voulais revenir sur ça parce que souvent en tant que femme, lorsque l'on veut faire bouger les choses à l'extérieur, que ce soit dans le monde associatif, professionnel, peu importe, on a tendance, quand on cherche de l'aide, et surtout auprès de la communauté musulmane, la première question qui vient juste après le fait d'avoir écouté ce que j'ai à dire par rapport aux ambitions, que ce soit pour la communauté ou bien au niveau politique, la seule chose qu'on dit, c'est quoi, qu'est-ce qu'en pense ton mari? Donc je voulais répondre à cela, et on se rend compte finalement que on définit finalement la femme, c'est pas l'islam qui l'a définie de la sorte, c'est l'interprétation des hommes qui veulent la cantonner qu'à la maison. Il y a une énorme nuance. Et il y a une autre nuance aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes savantes en islam dont on ne se réfère pas énormément, ou qu'on omet sciemment de parler, et on cantonne la femme que dans son rôle d'épouse et de mère, qui doit être à la maison pour ses enfants, et cuisinière, et tout le bazar qui va avec, tout le package. Et on oublie quelque chose de primordial, il me semble, c'est que chaque être humain sur cette terre à qui Dieu a donné vie est né libre. Je suis libre à la naissance. Et ensuite, je suis libre chez mes parents, dans mon foyer. Je suis libre de penser ce que je veux. Je suis libre de faire mes choix que Dieu m'a donné l'occasion d'être libre de mes choix. Et on essaie d'aliéner la femme à une certaine tutelle, alors qu'en réalité, la tutelle n'est pas une tutelle mentale, c'est une tutelle matérielle. C'est une tutelle, matérielle dans le sens où l'homme doit pourvoir à ses besoins, lui garantir une certaine sécurité, mais la tutelle intellectuelle et la tutelle d'agir pour un changement meilleur pour la société en général, il n'y a pas besoin il n'y a pas de tutelle, elle n'existe pas. Or, ce qu'on a tendance à faire, la tutelle est prétextée, et je dis bien que l'islam a donné beaucoup de droits à la femme, énormément même, qui sont bafoués et qui portent préjudice aussi bien à la religion qui est l'islam, et qui est une très belle religion, qu'à la communauté en général, par rapport à l'image que l'on donne au niveau extérieur, une certaine fermeture, et justement les arguments des détracteurs est que la femme n'est pas égale de l'homme. Et il y en a même au sein de la communauté qui disent que la femme n'est pas égale de l'homme. Donc, nous sommes complémentaires, mais je suis pas inférieure en tant que femme.
Nous sommes complémentaires, nous sommes égaux devant Dieu, nous sommes égaux devant nos choix, nous sommes égaux devant nos actes. Donc, et ça, les plus intelligents d'entre nous et de la communauté le savent. Mais prétexter à chaque fois que la femme doit être sous tutelle avec un mahram. Alors je voulais revenir sur ça aussi. On dit que la femme a besoin d'un mahram. D'accord? Quand est-ce que ce hadith, quel est le contexte de ce hadith? Donc, si on dit que la femme a besoin d'un mahram, on ne doit pas oublier, parce qu'on a essayé de nous arnaquer bien comme il faut, que l'homme, et on a besoin de deux. Que l'homme, vous ne pouvez pas circuler seul, messieurs. Vous êtes des diables. Un homme tout seul qui circule, c'est un diable. Deux hommes, ce sont deux diables. Et trois hommes, là il y en a un et un modérateur, ils sont en bonne compagnie. Ça ce hadith, vous aimez bien l'oublier. Donc, si on devait reparler du contexte, en réalité, on voit bien que tous les hommes actuellement ne respectent pas le fait d'avoir deux mahrams avec eux. Donc moi, qu'est-ce qui m'obligerait d'avoir toujours un mahram avec moi? Donc en réalité, il faut comprendre ces hadiths à la lumière de la sécurité et du danger qui les guettait à l'époque. Parce qu'il fallait traverser le désert et que c'était très très dangereux en temps de guerre, où on cherchait justement à tuer les musulmans, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu laisser notre bien-aimée mère Aïcha traverser seule le désert. C'est dans ce cadre-là, il me semble qu'il faudrait comprendre ce hadith. Et vous voyez bien que le prisme de l'homme, dans son interprétation, a toujours été contre la femme, dans une certaine misogynie qui est entretenue, et notamment beaucoup d'Arabie Saoudite et beaucoup qui aiment bien se conforter sous prétexte que les savants devraient être que des hommes. Il n'y a rien qui dit cela. Or, il y a eu aussi Ibn al-Qayyim qui a eu des professeurs savantes, des femmes. Donc, avant de nous baratiner en permanence sur ce que nous devons faire, commencez déjà à faire vous vos devoirs d'homme, au lieu d'exiger de nous que nous soyons des superbes épouses, des superbes cuisinières, des superbes tout ce que je ne sais quoi, entre les quatre murs de notre maison, parce qu'apparemment il n'y a que là que nous aurions le droit d'être ambitieuses. Pour les plus débiles de la communauté, sincèrement, je suis très énervée parce que à chaque fois que je dois demander de l'aide auprès des hommes de notre communauté, on vient, on me dit mais comment ça va dans ta vie privée, ton mari qu'est-ce qu'il dit? Alors je réponds à ces hommes, et je vais être un petit peu vulgaire mais c'est fait exprès, ceux qui croient que mon mari c'est un schmet, parce qu'il me laisse justement, d'ailleurs il me laisse pas vraiment, mais comme on dit, derrière chaque grand homme il y a une femme. Et moi je dirais que derrière chaque femme qui réussit à faire quelque chose pour la société, il y a toujours des hommes pour lui dire qu'elle a tort. Donc dans ce sens, je les remercie quelque part de me dire que j'ai tort. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut certainement pas compter sur les hommes de notre Ummah, pas tous, alhamdoulilah, il y en a vraiment qui ont un niveau. Mais à chaque fois qu'on doit nous dire quand on veut faire quelque chose, comment ça va dans ta vie privée, c'est-à-dire à chaque fois, on est obligé de te définir à travers le prisme de ta vie privée. Comme si tu n'étais pas un être indépendant, capable de réfléchir indépendamment et de vouloir quelque chose indépendamment pour la société et du bien. Je suis né libre, je vis libre et je mourrai libre. Advienne qu'advienne. Vaille que vaille, comme le dit le proverbe. Et